C'est un privilège pour moi de me présenter chaque fois devant vos postes récepteurs pour vous présenter notre journal de chaque jour. Salut tout le monde et bienvenue à votre nouveau numéro du journal Sauvons l'Afrique dans votre chaîne. Le Congo ne tombera jamais KTJ News au monde. Je crois que vous allez tellement bien partout dont vous suivez, ici en Afrique, en Asie, en Océanie, en Australie, en Amérique, même là-bas, en Russie et en Ukraine, en Israël et en Hamas. Il faut encore soyez le bienvenu. Au sommaire, retenons que l'activiste et panafricaniste Nathalie Yamba nous explique en long et à large le silence absolu du président du Niger, général Tchani, sur les attaques dans son pays. On va aussi parler du Kenya, qui Ndingi, nommé vice-président et remplace de Changusha. On va aussi parler toujours de l'Afrique du Sud, demande à Taïwan de déplacer son ambassade. Toujours au Kenya, les effondrements d'un immeuble de 7 étages à Nairobi. C'est tout pour le titre, il faut encore soyez le bienvenu. L'activiste panafricaniste Nathalie Yamba, l'Amazone d'Afrique, nous explique à long et à large le silence absolu du président du Niger, général Tchani. Suivant. Allez googler son nom pour cultiver votre savoir. Le monument dédié aux victimes des 2 guerres mondiales honorera désormais les victimes de la colonisation à nos jours. Le centre culturel franco-nigérien est devenu le centre culturel Mustapha Alassane du cinéaste éponyme. Et le portrait du commandant français Parfait Louis Monteil a été remplacé par une plaque à l'effigie de Thomas Sankara, assassiné par l'immonde Blaise Compaoré il y a 37 ans. Ça fait des années que je le dis et que je le répète. Les seuls endroits en Afrique qui doivent porter les noms des présidents et militaires français sont les dépotoirs à ordures. Le général Tchani, le CNSP et le gouvernement dirigé par le Premier ministre Ali Lamine Zeine détricotent les contrats léonins, remettent la main sur les ressources minières et travaillent activement à l'autonomie et à la montée en puissance. Après plusieurs débats et plusieurs discussions politiques, retenons que nous sommes au Kenya, Kindiki nommé vice-président en remplaçant de Gachagua. Le professeur Kithure Kindiki est le nouveau vice-président du Kenya. L'homme de 52 ans a été nommé par le président William Ruto à peine 24 heures après la destitution par le Sénat de Rigathi Gachagua, accusé de corruption et d'abus de pouvoir. L'annonce a été faite vendredi dans la matinée par le président de l'Assemblée nationale, Moses Wetangula. C'est l'épilogue de plusieurs mois de conflit entre le président kenyan et son adjoint. Le professeur Kindiki était jusque-là secrétaire de cabinet pour l'intérieur et l'administration nationale. Il devrait tout de même patienter jusqu'à l'approbation de l'Assemblée nationale avant de prendre ses fonctions. Le Parlement sera appelé à se prononcer sur cette nomination dans les 60 jours qui suivent la réception du nom. Et toujours au Kenya, la justice bloque le renvoi du vice-président Rigathi Gachagua. Le vice-président du Kenya, Rigathi Gachagua, conteste sa destitution, affirmant que les accusations portées contre lui sont infondées et non prouvées. La justice a suspendu le processus de remplacement, empêchant le président William Ruto de nommer un successeur tant que l'affaire n'est pas jugée. Ce jeudi, le Sénat kényan avait suspendu l'audience de destitution du vice-président Rigathi Gachagua en raison de son hospitalisation pour des douleurs thoraciques. Gachagua a plaidé non coupable des 11 chefs d'accusation qui le visent. Nora Obeid, un habitant de Nairobi, estime tout de même qu'il faut donner à Gachagua une chance de prouver son innocence. Il n'aurait pas été équitable que le vice-président soit destitué en son absence parce qu'il était soi-disant malade, selon les informations données aux Kenyans. Mais cela peut aussi servir de leçon à ceux qui gagnent du temps en faisant croire qu'ils sont souffrants. Lui seul sait s'il était malade ou non. La Cour examinera l'affaire en profondeur
pour déterminer si les accusations justifiant la destitution de Gachagua sont valides. En attendant, la justice a clairement suspendu toute action visant à le remplacer, garantissant au vice-président la possibilité de défendre son cas avant que de nouvelles mesures ne soient prises. Au Mozambique, deux figures de l'opposition assassinées, dont la question est posée qui en est l'auteur. Au Mozambique, l'avocat de l'opposant Venancio Mondlane a été abattu avec un membre de son parti à Maputo, la capitale, dans la nuit du 18 au 19 octobre dernier. Venancio Mondlane s'était présenté à l'élection présidentielle du Mozambique au nom du parti Podemos le 9 octobre. L'avocat Elvino Diaz du leader d'opposition a été tué alors qu'il s'apprêtait à déposer une plainte pour fraude lors de ces élections. Sur les réseaux sociaux, l'homme s'était récemment dit inquiet pour sa sécurité. La police a indiqué que Elvino Diaz a été assassiné avec un autre représentant du parti Podemos, Paulo Guambé, lorsque deux hommes armés ont ouvert le feu à bout portant sur leur voiture, bloquée dans la circulation. Une vingtaine de balles qui tuent les deux hommes et en blessent une troisième personne, selon le porte-parole de la police qui a annoncé l'ouverture d'une enquête. Le Mozambique est en attente du résultat du scrutin de mercredi où 17 millions d'électeurs étaient appelés à élire leurs députés, leurs gouverneurs de province ainsi que leurs présidents. Une organisation de surveillance des élections, Mais Integridad, a déclaré que les meurtres avaient pour but d'intimider toute personne exigeant la transparence du vote. Ces élections ont d'ailleurs suscité de nouvelles allégations de fraude et de répression de la dissidence contre le parti au pouvoir depuis près de 50 ans. Toujours en Afrique, retenons que l'Afrique du Sud demande à Taïwan de déplacer son ambassade. Le gouvernement sud-africain a déclaré vendredi qu'il avait demandé à Taïwan de transférer son ambassade hors de la capitale, Pretoria, tandis que Taïwan l'a accusé de céder aux pressions de la Chine. Taïwan, que la Chine considère comme son propre territoire, estime que Pékin a sapé la relation entre Pretoria et Taipei. La Chine, quant à elle, s'est félicitée de cette décision. Le principe d'une seule Chine permet d'établir et de développer des relations diplomatiques avec tous les pays. Il s'agit d'une norme largement reconnue dans les relations internationales. Nous apprécions la décision correcte de l'Afrique du Sud de transférer le bureau de liaison de Taipei hors de sa capitale administrative, Pretoria. L'indépendance de Taïwan est impopulaire et vouée à l'échec. Les relations officielles entre la Chine et l'Afrique du Sud ont été établies en 1998. L'Afrique du Sud a rompu ses liens diplomatiques avec Taïwan en 1997, rebaptisant le bureau de Taipei en bureau commercial. Le ministère sud-africain des Relations internationales et de la coopération a annoncé que le transfert du bureau de Taipei à Johannesburg reflètera la nature apolitique et non diplomatique des relations avec Taïwan, accordant un délai de 6 mois pour ce déménagement. Comme je vous ai annoncé au sommaire que nous sommes au Kenya, effondrement d'un immeuble de 7 étages, nous sommes à Nairobi. Suivant. Des recherches se poursuivent après l'effondrement d'un immeuble de 7 étages dimanche à Nairobi, la capitale du Kenya. Situé à Kawa West, l'immeuble a été complètement réduit en un tas de décombres. Selon le gouverneur, 2 personnes, une femme et un homme, ont été blessées par la chute de débris lors de l'effondrement de cet immeuble. Elles se trouvaient à proximité du bâtiment au moment de l'incident. Leur état est stable et elles reçoivent des soins. 3 jours avant l'incident, une note émise par le comté de Nairobi avait ordonné aux habitants de quitter l'immeuble. Malgré cette évacuation, des doutes persistent quant à la présence d'éventuelles victimes sous les décombres. Les équipes de secours poursuivent leurs efforts, retournant l'état de gravats dans l'espoir de retrouver des survivants potentiels. La situation reste préoccupante. De plus, les autorités ont promis d'arrêter le propriétaire du bâtiment, un certain Patrick Rwamba, et de mener des audits sur les constructions illégales dans la capitale kenyane. Cette décision vise à renforcer la sécurité des bâtiments et à prévenir de futurs accidents tragiques. Cependant, les effondrements d'immeubles sont fréquents à Nairobi, où la demande de logement est élevée et où des promoteurs peu scrupuleux contournent souvent les réglementations en matière de construction.
Afrique de l'Ouest, nous sommes en Côte d'Ivoire. Les autorités annoncent la dissolution des syndicats des étudiants. Suivant. Les autorités ivoiriennes continuent leur reprise en main sur les campus avec l'annonce hier de la dissolution de toutes les associations estudiantines, une annonce du Conseil national de sécurité. La FESI semble tout particulièrement visée, cette fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, sous le feu judiciaire après la mort de 2 personnes issues de ses rangs ces dernières semaines. Plus généralement, Binta Diagne, le ministère de l'Enseignement supérieur entend assainir le fonctionnement des campus universitaires. Au total, 17 étudiants ont été interpellés et déférés au parquet dans le cadre de 2 enquêtes concernant la mort de 2 étudiants fin août et fin septembre. Début octobre, le procureur avait annoncé l'ouverture de 2 informations judiciaires. En parallèle, les autorités ont entrepris une vaste opération de déguerpissement dans les campus universitaires où la FESI, puissante organisation estudiantine, s'était imposée de manière informelle dans la répartition des logements. Près de 35% des chambres étaient aux mains de cette organisation, selon le ministre porte-parole du gouvernement. Une centaine de machettes et de grenades ont été saisies. Une maison close et un tunnel de torture ont été détruits, précise le Conseil national de sécurité. Le ministère de l'Enseignement supérieur a annoncé que le processus de réattribution des logements étudiants reprendrait prochainement, un processus qui s'appuiera. La crise alimentaire, nous sommes au Soudan. La cuisine gratuite font face à une pénurie de fonds. Suivant. Dans un Soudan ravagé par la guerre et le désespoir, certains habitants ont mis en place des takias pour offrir gratuitement de la nourriture aux familles démunies incapables de subvenir à leurs besoins. La takia est à la fois un lieu religieux et humanitaire symbolisant la solidarité et l'entraide en temps de crise. Nous avons mis en place 6 takias dans le 6e quartier de Khartoum pour soutenir la communauté. Certaines offrent le petit déjeuner et d'autres le déjeuner. Chaque takia peut nourrir entre 220 et 250 familles en leur fournissant des aliments de base comme le riz, le millet ou des haricots. Plus de 350 takias ont été mis en place dans la capitale et les villes avoisinantes, aidant environ 500 000 familles dans cette région. Cependant, ces cuisines gratuites sont confrontées à une grave pénurie de fonds. La situation est vraiment critique avec une pénurie extrême de nourriture et d'eau. Les takias manquent également de fonds et sont à court d'argent, tout comme la population locale. Il devient difficile de continuer à fournir les repas essentiels. La guerre a perturbé la production agricole, un pilier essentiel de l'économie soudanaise, aggravant ainsi la crise. Cette crise alimentaire sans précédent frappe ce pays. De plus, le conflit a également freiné le financement des agences de l'ONU et réduit les dons provenant des Soudanais de la diaspora. Quittons l'Afrique pour le Moyen-Orient. Le président russe Vladimir Poutine a fait des graves déclarations. Il parle ainsi armes nucléaires. Poutine met en garde l'Ukraine. Suivant. Le président de la Russie était face aux responsables des médias des BRICS à Moscou vendredi. Vladimir Poutine a commenté le besoin exprimé par l'Ukraine d'armes nucléaires ou d'adhésion à l'OTAN pour garantir sa sécurité. Il s'agit d'une nouvelle provocation. Il n'est pas difficile de créer des armes nucléaires dans le monde moderne. Je ne sais pas si l'Ukraine est capable de le faire aujourd'hui. Ce n'est pas si simple pour l'Ukraine d'aujourd'hui, mais en général, il n'y a pas de grandes difficultés. Tout est clair. Il s'agit d'une dangereuse provocation, car bien entendu, tout pas dans cette direction fera l'objet d'une réaction appropriée. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a récemment situé le contexte dans le journal allemand Bild à propos d'un supposé projet d'armes nucléaires. En ce qui concerne les armes nucléaires, nous n'allons pas créer de menaces nucléaires pour le monde, ni d'armes nucléaires. Je veux que tout le monde comprenne que certains sites médiatiques ont diffusé ce genre d'informations, et c'est pourquoi je veux que tout le monde nous comprenne correctement. Je pense que l'Ukraine devrait faire partie de l'OTAN, et la raison en est qu'à l'époque du mémorandum de Budapest, nous avons renoncé aux armes nucléaires et nous avons reçu la garantie de la sécurité et de l'intégrité du territoire d'Ukraine. C'est de cela que nous parlons.
En guerre contre l'Ukraine, la Russie a salué des propositions de paix de la Chine et du Brésil, estimant qu'elles pourraient servir de base à la recherche de la paix. Ces échanges précèdent le sommet des BRICS prévu mardi à Kazan. Le BRICS sommet à octobre 2024. Retenons que un contrepoids à l'ordre mondial, la question est posée. À l'orée du sommet des BRICS qui s'ouvre mardi à Kazan, les experts vantent l'expansion de l'organisation. Toute expansion donnerait la voix à ceux qui ne sont pas entendus, plus de voix pour ceux qui ont été laissés de côté dans le processus d'intégration. À l'origine, une union de 5 grandes économies émergentes, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Les BRICS sont désormais portés à 10 nations avec les adhésions de l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. Je dirais que le plus grand intérêt pour les Émirats Arabes Unis de rejoindre les BRICS est peut-être de fournir plus de connexions et plus de points de rencontre dans le monde entier. Le moment est donc bien choisi pour que les Émirats Arabes Unis renforcent les BRICS et les rendent peut-être plus matures grâce à la présence d'un acteur international, je dirais même mondial. La semaine dernière, le Forum des groupes de réflexion du Sud a réuni par visioconférence les experts de Chine et de 40 autres pays du Sud. La question est posée. BRICS Afrique ou Afrique BRICS? Octobre 2024, nous sommes en Russie. Retenons que le BRICS est une opportunité d'affaires pour le pays Afrique ou non? Une réflexion des hommes d'affaires des pays membres des BRICS sur les opportunités économiques que peuvent constituer cette organisation des pays émergents. C'était vendredi à Moscou, en présence du président russe Vladimir Poutine. Le travail des BRICS n'est dirigé contre personne. Il ne vise qu'une tâche en général, le développement durable et l'épanouissement de nos pays et de nos peuples. Le message du président russe est bien accueilli par les participants au forum d'affaires qui veulent saisir la balle au bon. L'opportunité que représentent les BRICS pour l'Afrique du Sud et le continent africain est absolument énorme. L'Afrique du Sud a déjà constaté une croissance des échanges commerciaux grâce à sa présence au sein des BRICS. L'Égypte a de nombreux projets en Afrique. Par conséquent, la coopération avec les États membres des BRICS pour réaliser des projets d'infrastructure avec des entreprises égyptiennes est un avantage. Une situation gagnant-gagnant pour les deux parties. L'Égypte importe 50% de ses produits alimentaires, alors que les BRICS sont l'un des principaux fournisseurs. Le forum des affaires a eu lieu quelques jours seulement avant l'ouverture du sommet des BRICS prévu mardi à Kazan. On va suivre maintenant, après ce sommet du BRICS octobre 2024, déclaration du président Vladimir Poutine, le président russe, sur le BIP connu des BRICS dépasse celui du G7, selon lui souvent. Le produit intérieur brut commun des pays des BRICS est supérieur à celui des pays du G7. C'est ce qu'a affirmé le président russe Vladimir Poutine lors d'une séance plénière du Forum des entreprises de l'organisation. Ce rassemblement est organisé les 17 et 18 octobre à Kazan, en Russie. Le PIB total de l'association s'élève à plus de 60 milliards de dollars. Et sa part totale dans le produit mondial brut dépasse avec confiance les indicateurs correspondants du groupe dit du G7 et continue de croître. Le sommet des BRICS réunira 2 douzaines de dirigeants mondiaux, dont le chinois Xi Jinping et l'indien Narendra Modi. Au cours des 10 dernières années, plus de 40% de la croissance du PIB mondial de l'ensemble de la dynamique économique mondiale provenait des États BRICS. Selon les résultats de l'année en cours, le taux moyen de croissance économique des BRICS devrait s'élever à 4%. Ce taux est supérieur à celui des 7 pays, qui n'est que de 1,7%, et à celui du monde entier, qui sera de 3,2%. Ce sont des prévisions. L'alliance dont l'objectif déclaré est de faire contrepoids à l'ordre mondial dirigé par l'Occident comprenait initialement le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud.
Mais elle a commencé à s'étendre rapidement cette année. L'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite l'ont rejointe en janvier. La Turquie, l'Azerbaïdjan et la Malaisie ont officiellement posé leur candidature et un certain nombre d'autres pays ont exprimé le souhait d'y adhérer. L'Organisation des Nations Unies, ONU en sigle, un nouveau rapport sur la mort des Dag Hammarskjöld suivant. L'un des mystères les plus tenaces de l'histoire des Nations Unies restera l'accident de l'avion Douglas DC immatriculé SEBDY en 1961, crash qui a coûté la vie au secrétaire général Dag Hammarskjöld et les 14 autres personnes à bord, en pleine négociation de paix au Congo. Une nouvelle évaluation a été annoncée cette semaine par l'ONU qui indique de nouvelles informations significatives. Le secrétaire général a transmis au président de l'Assemblée générale le rapport de la personnalité éminente, l'ancien président de la Cour suprême de Tanzanie, M. Mohamed Chande Othman, concernant l'enquête sur les conditions et les circonstances qui ont entraîné la mort tragique de Dag Hammarskjöld et des membres du groupe qui l'accompagnaient. À ce stade, la personnalité éminente estime qu'il est plausible qu'une attaque ou une menace extérieure soit à l'origine de l'accident. La personnalité éminente note que les hypothèses alternatives qui semblent rester disponibles sont que le crash résulte d'un sabotage ou d'une erreur humaine involontaire. Le secrétaire général note que la personnalité éminente considère qu'elle est presque certaine que des informations spécifiques cruciales et non divulguées existent à ce jour dans les archives des États membres. L'avion s'est écrasé peu après minuit le 18 septembre 1961 près de Ndola, en Rhodésie du Nord, actuelle Zambie. Une première enquête menée par les autorités rhodésiennes avait évoqué une erreur de pilotage, mais cette conclusion a très vite été contestée. Vendredi, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a transmis le dernier rapport d'Othman à l'Assemblée. En Italie, le tribunal de Rome a invalidé la décision du gouvernement de droite de détenir 12 migrants dans des centres nouvellement ouverts en Albanie, soulignant ainsi un obstacle majeur dans le projet de l'administration d'externaliser une partie du traitement des migrants dans ce pays des Balkans. Vendredi, la première ministre Giorgia Meloni a réagi. Écoutez, il est très difficile de travailler et d'essayer de donner des réponses à cette nation quand vous avez aussi l'opposition d'une partie des institutions qui devraient vous aider à répondre aux problèmes. Je pense que la décision des juges de Rome est une décision partiale. Cela est démontré par le fait que certains de ces juges ont critiqué l'accord avec l'Albanie avant même d'en examiner les bien-fondés. Je crains qu'il ne faille également souligner que cette décision des juges a été présentée hier par certains membres du Parti démocratique. Le tribunal estime que le Bangladesh et l'Égypte, pays d'origine des 12 migrants, n'étaient pas suffisamment sûrs pour justifier un rapatriement. Après cela, le problème n'est pas l'Albanie, parce qu'en substance, ce que les juges disent, c'est qu'il n'y a pas de pays sûr. J'annonce donc officiellement que le problème n'existe pas en Albanie. Le problème, c'est qu'on ne peut plus repousser les gens. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire la politique pour défendre ses frontières, et j'espère donc qu'ils me diront aussi comment résoudre ce problème. Il y a une semaine, l'Italie a ouvert 2 centres de détention en Albanie dans le cadre d'un accord de 5 ans pour le traitement des demandes d'asile de 3000 migrants par mois arrêtés sur les côtes italiennes. C'est par ces numéros que nous mettons fin à notre journal de ce jour. Mais avant tout, passons au rappel des titres. Au sommaire, retenons que l'activiste et panafricaniste Nathalie Yamba nous explique en long et à large le silence absolu du président du Niger, général Tchani, sur les attaques dans son pays. On va aussi parler du Kenya, qui Ndingi, nommé vice-président et remplace de Changusha. On va se parler toujours de l'Afrique du Sud. Demande à Taïwan de déplacer son ambassade. Toujours au Kenya, les effondrements d'un immeuble de 7 étages à Nairobi.
pratiquement arrivé à la fin de notre journal. Merci pour votre réelle attention partout dont vous venez de nous suivre ici en Afrique, Afrique centrale, Afrique du Sud, Afrique australe, Afrique en Maghreb, même là-bas au Sahel. Merci encore à tout le peuple européen, en Europe, en France, Belgique, Grande-Bretagne. Merci aussi aux Asiatiques, aux Américains et là-bas en Australie, même au pôle Nord. C'est votre humble frère Neville Toko. Je vous demanderai de visiter notre chaîne YouTube KTJ News au monde du Congo. Ne t'oubliera jamais et aussi de visiter notre journal Sauvons l'Afrique pour ne manquer aucune de nos informations et rester sur notre antenne et nos programmes. Quant à moi, je vous dis merci. Rendez-vous au prochain numéro. Comme j'ai toujours annoncé, si vous voyez une personne en train d'avaler les noix de coco en entier, vraiment ne vous tenez pas. La personne fait confiance des sons derrière. Adage africain. Merci, bye et à la prochaine.